Tout à fait. Bonjour à tous. Je vous Bonjour à souhaite, tous. bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire sur la REP emballage professionnel, dont le but est de vous aider à décrypter cette nouvelle réglementation. Je vous remercie d'avoir répondu présent à notre invitation. Vous le savez, la date d'application de cette nouvelle réglementation approche. Elle sera en vigueur le 1er juillet et nous avons confirmation depuis le 22 juin qu'il n'y aura pas de dérogation. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est d'avoir une approche très concrète de l'application de la REP et c'est de comprendre vos obligations réglementaires. Je vous donne quelques détails pratiques. Ce webinaire durera entre 45 minutes et 1 heure. Vous pouvez bien évidemment, pendant toute la présentation, poser vos questions dans le chat. Nous enverrons cette présentation à tous les participants à la fin et nous répondrons de manière individuelle à toutes les questions que vous pourriez avoir et que nous n'aurions pas le temps d'aborder en fin de présentation. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous présente nos deux intervenants aujourd'hui. Tout d'abord, Juliette Gilbert, qui est responsable RSE du groupe Altago. Le groupe Altago, c'est la maison mère de Bulto System. C'est un groupe familial français qui regroupe une vingtaine de PME dans le secteur de l'emballage, aussi bien des fabricants que des distributeurs. Notre deuxième interlocuteur aujourd'hui sera Julien D'Antoni. Donc, Julien est responsable qualité chez Bulto System. Julien est votre interlocuteur privilégié pour tous les aspects qualité, réglementation, conformité. Je vous rappelle, je vous dis quelques mots sur Bulto System. Nous sommes depuis 40 ans présents sur le marché français pour accompagner nos clients et notre rôle est de les aider à sécuriser leurs produits, leurs colis et leurs palettes. Je vous présente le contenu de cette présentation. Voici ce qui est au programme aujourd'hui. Nous allons revoir les contextes en jeu de cette nouvelle réglementation, une cartographie des rôles entre le producteur, le fabricant, les fournisseurs, les importateurs, les distributeurs, pour vous aider à vous positionner, définir qui vous êtes. Un point important sur vos obligations et bien entendu leurs coûts. Quelques exemples concrets. Je vous propose de laisser la parole à Juliette et à Julien et je vous retrouve en fin d'intervention pour répondre à vos différentes questions. Merci Pierre-Christophe, bonjour à tous. Eh bien, je vous propose de démarrer dès à présent et bien comprendre le contexte et les enjeux de cette REP Pro. Mais je ne peux pas parler de la REP sans parler du règlement européen PPWR, dont vous en avez certainement entendu parler, puisque lui aussi prend première application cet été. Ce sont deux textes qu'il faut distinguer, mais avec deux dates pivots qui arrivent cet été et qui sont très importantes. Un premier texte cadre qui vient donner les lignes directrices à l'échelle de l'Europe et un texte français, la REP, qui se positionne quelque part comme un outil de mise en œuvre du règlement. Alors, je vous propose de prendre 2-3 slides sur le règlement européen, puisque vous allez comprendre qu'il y a des notions clés qui auront un impact sur la REP et surtout sur votre statut de producteur dans le cadre de la REP Pro. Alors, le règlement européen PPWR, il a été publié au journal officiel en janvier 2025. Je pense qu'on peut passer la diapositive qui suit, Laura. Il a été publié au journal officiel en janvier 2025 et je vous disais, première obligation cet été. Alors, il faut savoir que c'est un règlement, donc il est d'application directe et immédiate dans tous les États membres, donc au contraire de la directive précédente, la directive emballage. Et donc, il a deux objectifs principaux. Le premier, c'est de réduire l'impact environnemental des emballages qui sont mis en marché en Europe sur l'ensemble de leur cycle de vie, donc de la conception, l'utilisation, la gestion en fin de vie. Et aussi un objectif d'harmonisation des règles et des standards en matière d'éco-conception, de réemploi, d'analyse de la recyclabilité et d'étiquetage, donc dans tous les États membres, pour faciliter aussi le transfert d'emballage d'un État à un autre. Ce règlement, il vient aussi repositionner les définitions et ce qu'est un emballage. Donc, je vous le lis. Contient, protège des produits ou en permet la manipulation, l'acheminement ou la présentation à un autre opérateur économique ou à un utilisateur final.
Donc, vous l'avez compris, on parle de tous les emballages mis en marché européens. Et donc, autant dire que ce règlement, il concerne tous les acteurs de la chaîne. Grande majorité d'entreprises aujourd'hui utilisent des emballages, donc tous les acteurs sont concernés. On a choisi de vous présenter deux éléments très importants de ce règlement qui vont avoir un impact sur la REP. Le premier, c'est une redéfinition des familles d'emballages. Vous connaissiez avant les emballages primaires, secondaires, tertiaires. Eh bien, désormais, il faudra appeler les emballages vente, groupée, transport. Les emballages de vente, ils sont conçus de manière à constituer au point de vente une unité de vente. Donc là, j'ai mis des exemples d'emballage professionnel, mais ça peut être un big bag, voilà, avec des gravats à l'intérieur. Ça peut être un fût, un pot de peinture, un IBC. Ce sont des emballages de vente. L'emballage groupé, lui, il est conçu pour regrouper, faire des lots d'unités de vente. Donc, vous connaissez le carton de regroupement. C'est typiquement un emballage de groupement. On peut avoir des calages, par exemple, ou PLV qui sont mis en place dans des magasins de grande distribution. Et les emballages de transport, eux, sont là pour faciliter la manutention, protéger la marchandise lors du transport. Et donc, vous connaissez les palettes, palettes bois, carton, plastique, mais on peut avoir le film de palettisation, les intercalaires, les cornières, etc. Donc ça, retenez bien ça, parce que ça a une importance sur la suite. Le deuxième point qu'on voulait évoquer sur le règlement PPWR, ce sont les objectifs. Des objectifs ambitieux pour 2030, mais aussi des jalons après, 2030, 2035, 2040. Des objectifs qui respectent la règle des 3 R, réduire, réemployer, recycler. Je ne vais pas tout lire là, mais retenez que réduire, il y a un objectif de réduction de 5% par rapport à 2018 des mises en marché d'emballage. Il faut savoir qu'en France, le marché de l'emballage, les mises en marché d'emballage professionnel représentent 17 millions de tonnes, ce qui est assez gigantesque. C'est beaucoup plus que les emballages ménagers, par exemple. Donc, comment on va avoir, notamment à partir de cette année, des exigences d'éco-conception, de respect de taux de vie, de suremballage, etc., etc. Le deuxième objectif européen, c'est donc le deuxième R, le réemploi. Donc là aussi, je ne vais pas aller dans le détail, mais retenez que selon la catégorie d'emballage, eh bien, vous allez avoir des objectifs différents entre 10 et 100% d'utilisation d'emballage réemployable selon les flux finalement que vous opérez, soit à l'intérieur d'un pays, soit entre pays européens. Et le troisième R, c'est le recyclage. Donc là, retenez aussi qu'en 2030, tous les emballages qui seront mis en marché devront être recyclables selon une classification qui est à venir, ABCD. Et on va avoir une intensification aussi de cette exigence dans les années qui viennent après 2030. Donc, on va avoir un taux de recyclabilité qui devra être de plus en plus important. L'autre point sur le R, c'est le plastique. Cette réglementation européenne, elle fait vraiment un focus très fort sur le plastique puisque c'est l'emballage pour lequel les performances des différents pays et la France particulièrement sont bien moindres que ce qui était initialement demandé dans les précédentes réglementations. Et donc, on va avoir une exigence forte sur le recyclage des plastiques et sur l'incorporation de matières premières recyclées dans les emballages en plastique. Voilà pour les deux grands éléments qu'on voulait partager avec vous sur le PPWR et qui, vous allez voir, vont avoir un impact sur la suite. Donc, pour revenir à la REP, eh bien, la REP, c'est ni plus ni moins qu'un outil pour atteindre ces objectifs européens, mais au niveau français. Et là, on s'attarde particulièrement sur la REP emballage professionnel, puisque c'est la petite dernière. Il y a d'autres REP qui existent et Julien va expliquer un petit peu plus en détail c'est quoi la REP emballage professionnel. Merci Juliette pour la transition. Je me permets de répondre à une première question. La vidéo sera bien enregistrée et vous sera transmise à la fin. Donc la définition de la REP. Donc la REP, c'est donc une filière à responsabilité élargie du producteur. C'est-à-dire qu'on applique le principe du pollueur-payeur. C'est donc l'entreprise qui va mettre en marché des produits, en l'occurrence pour ce qui nous concerne aujourd'hui des emballages professionnels, qui va devoir prendre en charge la fin de vie de ces produits. Et pour ce faire, cela va fonctionner via des éco-organismes. Il faut savoir qu'en France, il existe déjà plus d'une quinzaine de filières REP, comme sur les pneumatiques ou les produits du bâtiment, par exemple, et que généralement, la plus connue est celle sur les équipements électriques et électroniques, car les prix sont directement affichés sur les étiquettes en magasin.
Donc la REP, c'est un mécanisme incitatif qui pousse à l'éco-conception. Donc les entreprises ont tout intérêt à prendre des produits éco-conçus afin de réduire le coût de leur éco-contribution. Par exemple, on peut utiliser des produits qui incorporent des matières recyclées ou bien réduire les quantités d'emballage en choisissant des produits plus fins, plus légers, qui seront plus techniques et qui permettront de répondre au même cahier des charges. Donc, dans cette REP Pro, depuis cette semaine, donc depuis le 24 juin exactement, il y a 3 organismes, éco-organismes, pardon, qui ont été agréés. Il y a donc en premier Citeo Pro, qui est déjà bien connu dans le milieu pour les emballages ménagers, l'EcoPro, qui œuvre déjà pour les emballages de restauration, et le dernier, Twice, qui existe depuis 2019, qui a été créé par l'initiative d'industriels qui voulaient créer une filière REP volontaire. Comment fonctionne cette REP? Donc, au départ, on a une entreprise qui va mettre en marché des produits emballés. Elle vend donc ces produits emballés à une autre entreprise. Cette deuxième entreprise sera donc le détenteur de déchets d'emballage en fin de vie, puisqu'elle va déballer ses palettes, déballer ses produits, donc elle aura des déchets d'emballage. Cette deuxième entreprise, elle paye un opérateur de gestion de déchets pour traiter ces déchets, comme Veolia par exemple. Donc ça, c'est le fonctionnement actuel. On peut ajouter dans ce fonctionnement la boucle du haut, qui consiste à remettre en marché des emballages de seconde vie ou des produits recyclés. C'est justement cette boucle qui est pour l'instant trop minime que les nouvelles réglementations vont tenter d'améliorer. La réglementation donc PPWR ou la REP en France. Maintenant, avec l'instauration de la filière REP, on ajoute un nouvel acteur. Ces nouveaux acteurs sont les éco-organismes et on va ajouter une nouvelle boucle qui sera exclusivement sur des flux financiers. Cette boucle va passer donc par les éco-organismes. Si on revient à la première entreprise, le metteur en marché de produits emballés, cette entreprise va devoir déclarer ses emballages professionnels et payer une éco-contribution aux éco-organismes. Les éco-organismes vont ensuite soutenir financièrement la filière de gestion de déchets via des projets de collecte, de tri, de recyclage, de traçabilité des déchets. Et à terme, donc ces opérateurs de gestion de déchets vont répercuter de manière positive cette nouvelle gestion sur le prix de leur contrat avec les détenteurs de déchets. Donc le prix des contrats avec ces opérateurs de gestion va diminuer à terme. On peut noter qu'une même entreprise peut avoir les 2 casquettes, de metteur en marché et de détenteur de déchets. Si on prend l'exemple de Bulto System, on achète les marchandises emballées, on va chez nous enlever cet emballage, on va donc détenir des déchets qu'il faudra traiter, et en parallèle, on va repalettiser, réemballer certains produits pour les expédier à nos clients, donc on est également metteur en marché. Donc on peut bien avoir les 2 casquettes. Je redonne la main à Juliette. Alors, maintenant qu'on a évoqué le contexte et les 2 réglementations, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. On va parler de cartographie des rôles. Le règlement PPWR instaure un certain nombre de rôles, de casquettes d'opérateurs économiques qui sont reprises dans la REP. Des rôles, on peut être fabricant, fournisseur, importateur, distributeur, mandataire, distributeur final. Donc, c'est un certain nombre de rôles en fonction des flux de produits emballés et d'emballages qui sont mis en œuvre dans votre entreprise. On peut avoir plusieurs casquettes. Le rôle le plus important et qui nous concerne aujourd'hui, c'est le rôle de producteur. Quand on va parler dans les slides qui suivent et dans le cadre de cette REP de producteur, ça signifie que c'est moi, producteur, qui déclare les emballages mis en marché et qui vais payer l'éco-contribution associée à la REP emballage professionnel en France. Donc, je ne détaille pas ces briques-là. Il faut savoir qu'un acteur peut être à la fois fabricant, fournisseur, importateur. C'est le cas de Bulto System, qui est par moment importateur, par moment distributeur, par moment fournisseur d'éléments d'emballage et par moment, du coup, producteur aussi sur certains emballages. Maintenant qu'on a parlé de cette notion de producteur, eh bien, vous allez me dire comment je sais si je suis producteur ou pas. Là, on a une règle structurante dans le cadre de la REP
et donc de la PPWR aussi, c'est, rappelez-vous, je vous ai expliqué qu'il y avait 3 sortes d'emballages, 3 familles, vente, groupée, transport. Eh bien, pour les emballages de vente et groupés, la règle est la suivante. Le producteur, au sens REP, c'est celui qui met pour la première fois à disposition le produit emballé sur les territoires nationaux. Donc, mise en marché, ce sont les ventes, ce qui sort de chez vous quelque part. Et donc, qu'est-ce que ça signifie produit emballé? Eh bien, ça ne veut pas dire que je suis le fabricant de l'emballage. Non, je suis le fabricant du produit que moi j'emballe. J'ai la responsabilité de l'emballer et je le mets en marché. C'est moi qui suis producteur. Par exemple, je suis un conditionneur de café en grains pour la restauration. Je mets mon café dans des gros sacs et ces sacs, je les mets dans des cartons. Eh bien, je suis producteur de l'emballage de groupement et l'emballage de vente. De la même façon que pour un fabricant de colle, qui est conditionné aussi en sac papier, mes sacs papier, c'est un emballage de vente, je suis producteur REP de ces sacs. La PLV, c'est pareil, je mets en place des PLV dans mon magasin pour pouvoir faire des lots de produits à disposition de mes clients. Eh bien, je suis producteur de ma PLV et donc je vais devoir déclarer ces emballages. La deuxième partie de cette règle, ce sont pour les emballages de transport. Eh bien, vous allez voir que le producteur REP, là, ce n'est pas le même. Pour les emballages de transport, eh bien, le producteur, c'est celui qui met pour la première fois à disposition l'emballage de transport assemblé sur le territoire national. Alors, vous allez me dire, c'est quoi un emballage assemblé? C'est une notion qui est apparue assez tardivement dans la notice européenne du 30 mars dernier. La notion d'emballage assemblé, eh bien, c'est le fait qu'un emballage, finalement, il soit prêt à l'usage, prêt à l'emploi. C'est le cas de la palette, par exemple, la palette bois ou la palette plastique ou carton. Eh bien, c'est un emballage qui est à sa fonction finale et qui peut être utilisé en tant que tel. Donc, le fabricant de cette palette, s'il est français, il est producteur REP. Point de vigilance, vous allez me dire, quid des autres emballages? Eh bien, on a par exemple les emballages de palettisation. Vous savez, on utilise du film de palettisation, des cornières, des feuillards pour bien protéger, bien maintenir vos colis. Eh bien, pour ces emballages-là, on considère qu'ils ne sont pas finis. Ils nécessitent d'être assemblés pour pouvoir prendre leur fonction. Et dans ce cas-là, c'est l'opérateur économique qui assemble qui devient producteur REP. Donc, ça signifie que dans le groupe Altago, par exemple, on a des fabricants de palettes carton. Ils sont, producteurs en tant que fabricants d'un emballage fini de transport. Par contre, on a aussi un certain nombre de filiales comme BS qui est utilisateur de films étirables, de cornières pour pouvoir expédier ces colis, ces palettes, eh bien, ces filiales-là endossent le statut de producteur pour ces éléments de palettisation. Vous voyez, c'est un peu complexe et c'est pas évident du coup de s'y retrouver dans sa cartographie. J'ajoute un élément quand même, il y a un point de vue, cette notion d'assemblage, elle est quand même soumise à interprétation. C'est-à-dire qu'on attend une note de la DGPR qui va venir clarifier un petit peu le cas de chaque emballage de transport qu'on attendait cette semaine et qu'on n'a pas encore reçu. Donc, il faut être en veille là-dessus. Et un deuxième point, c'est le cas des cartons en e-commerce qui endossent un peu le statut d'emballage de transport, ainsi que les cartons, type les caisses palettes en carton. Eh bien, jusqu'à présent, a priori, ce serait un emballage fini. Mais là aussi, on attend une clarification de la DGPR sur ce sujet. Donc voilà pour la règle structurante. Et maintenant, j'ajoute une exception, un transfert de responsabilité dans un cas particulier, le cas du donneur d'ordre. Le cas du donneur d'ordre, c'est si vous faites fabriquer un emballage ou un produit emballé sous votre marque ou sous un cahier des charges très précis, avec des spécifications particulières, eh bien, c'est vous qui endossez le statut de producteur REP. Vous êtes donneur d'ordre. Par exemple, vous imposez à votre fournisseur de palettes une dimension très spécifique pour contenir vos produits. Vous êtes producteur REP. Vous imposez l'impression de votre logo sur une caisse palette en carton, par exemple, pour le transport de grosses pièces. Vous endossez le statut de producteur REP. Ou vous sous-traitez la fabrication et le conditionnement d'un produit, donc d'un produit emballé sous votre marque, vous endossez le statut de producteur REP. Donc voilà, c'est une petite exception qu'il faut avoir en tête.
Et de ce fait, on a un certain nombre de questions à se poser pour statuer sur notre statut de producteur ou pas. Donc voilà, donc suite à toutes ces explications données par Juliette sur la notion de producteur, on peut effectivement résumer ça en 4 questions à se poser pour chacun des emballages qu'on va utiliser pour définir si oui ou non on est considéré comme le producteur au sens de la REP. Alors la première question, de quelle famille d'emballage on parle? Est-ce qu'on est sur un emballage de vente, un emballage groupé ou un emballage de transport? Donc, comme on a vu précédemment, les emballages de transport, ça peut être le film étirable, la palette, les emballages de vente groupés, les cartons, les sachets. Deuxième question à se poser. Concernant les emballages de transport, c'est les emballages pour lesquels c'est un peu plus compliqué, les catégories un peu plus compliquées. Est-ce qu'on est sur un emballage assemblé ou un élément de palettisation qui est en rouleau, en bobine, en vrac? Je vous rappelle qu'un élément de palettisation, c'est un élément qui prend sa fonction d'emballage qu'après assemblage ou ajout sur la palette. Troisième question à se poser, quel est le pays de la première mise à disposition? C'est-à-dire, mon emballage a-t-il été acheté en France ou à l'étranger? Et enfin, quatrième question à se poser, suis-je le donneur d'ordre? Donc, Juliette vient d'en parler. Est-ce que j'ai établi un cahier des charges à mon fournisseur pour qu'il me produise un produit avec des dimensions spécifiques, ou est-ce que j'ai acheté un produit qui est déjà sur son catalogue? Donc, en répondant à ces 4 questions, on peut obtenir notre statut au sens de la REP pour savoir donc si on est ou non le producteur, si c'est à nous ou pas de déclarer cet emballage. Pour que ce soit un peu plus clair, on verra en 4e partie de cette présentation, on verra un exemple concret, pratique, qui vous permettra, je pense, d'y voir un peu plus clair sur ce sujet-là. Je te redonne la main, Juliette. Oui, merci. Alors, j'ai vu une question sur la notion d'importation, d'exportation, et c'est vrai que j'ai oublié de le préciser juste précédemment. On parle de mise à disposition sur le territoire national. Et donc, en effet, le producteur n'est pas forcément toujours le fabricant de l'emballage ou du produit emballé. Ça peut être aussi l'importateur dès l'instant où il n'est pas utilisateur final. Typiquement, je reprends Bulto System, et dans certains cas importateur, donc c'est-à-dire hors France, en UE ou hors UE. Et donc, dans ce cas, il y a un transfert aussi de responsabilité et de statut dans certains cas. Donc voilà, on le reprécisera après, mais c'est le statut d'importateur ou, dans ce cas-là, il y a un transfert. Alors ensuite, troisièmement, vous allez me dire maintenant que je connais à peu près mon statut de producteur REP, eh bien, voilà, comment je vais être impacté en termes financiers. Donc, ça nous amène au barème d'éco-contribution. En préambule, on est sur une année un peu particulière puisque c'est un démarrage au 1er juillet jusqu'au 31 décembre 2026. On va faire une première déclaration qui sera semestrielle cette année-ci. Pour les prochaines, ce sera une déclaration annuelle. C'est-à-dire qu'on va devoir estimer les mises en marché sur le 2e semestre 2026 en se basant sur vos mises en marché 2025, sur votre tendance de chiffre d'affaires pour cette année et sur la saisonnalité de votre activité. Donc ça, dans l'exemple que va citer Julien, va vous permettre d'appréhender un petit peu mieux cet aspect-là. Et donc, c'est une estimation qui va être déclarée là au 1er juillet et qui sera rectifiée avant mars 2027 pour régulariser les éco-contributions. Donc, je vous disais également que 3 éco-organismes ont été agréés par le ministère récemment. Donc, les montants que je vais vous présenter là sont des fourchettes mini-maxi des 3 éco-organismes. Bien évidemment, toutes les données sont sur leur site internet, donc vous pouvez y avoir accès sans problème. Alors, en termes de barème, il faut savoir qu'il y a 2 barèmes. Un barème dit forfaitaire pour les petits metteurs en marché d'emballage professionnel, limité à 4 tonnes par an, soit 2 tonnes sur les 6 prochains mois. Dans ce cas-là, le barème oscille entre 95 € à 145 € sur ce second semestre 2026, avec une déclaration simplifiée. Un forfait unique, une déclaration de tonnage, qu'on est en dessous des 4 tonnes. Il n'y a pas de détails à fournir. Donc, c'est vraiment, ça se veut simplifier pour les petites sociétés, c'est-à-dire celles qui consomment très peu d'emballage, selon les explications qu'on a données précédemment. Le deuxième barème, il est un peu plus complexe puisqu'il est un barème au poids et aux matériaux. Donc, c'est-à-dire pour ceux qui mettent plus que 4 tonnes par an d'emballage professionnel en marché français, là, il va falloir faire une déclaration en unité d'emballage et en poids par matériau constitutif de l'emballage.
donc en kilos ou en tonnes, avec une règle, ce qu'on a pu entendre jusqu'à présent, c'est prendre le matériau prédominant, par exemple un carton qui aurait voilà, quelques grammes d'adhésif ou d'étiquette, c'est le poids du carton qui prévaut, sauf dans le cas d'éléments plastiques notamment qui sont séparables. Un bouchon, ça peut être, tout à l'heure on parlait d'IBC, la poche en polypropylène par exemple, qu'on différencie forcément de la maille en acier. Voilà, ce genre de découpage. Donc ça aussi, tout est bien expliqué sur le guide des éco-organismes que vous trouverez en ligne. Ensuite, donc sur ce barème au poids, voici un tableau qui présente les fourchettes mini-maxi, encore une fois. Vous voyez que ce sont des tarifs qui sont par famille de matériaux, plastique, papier, carton, bois, acier, aluminium, autres matériaux. Cette année, notamment sur le plastique, c'est un barème unique. Mais ce que nous avons entendu, c'est que dans les années prochaines, on risque d'avoir un barème par résine, comme c'est le cas aujourd'hui sur les emballages ménagers. Alors, vous voyez que les tarifs oscillent entre 218 et 221 € la tonne pour les plastiques, 35 à 41 € la tonne pour les papiers et les emballages en papier carton, 8 à 14 € la tonne pour le bois, 5 à 30 € la tonne pour l'acier, 5 à 25 € la tonne pour l'aluminium, 5 à 38 € pour les autres matériaux. Avec quelques cas particuliers, Twice propose un tarif à l'unité pour les IBC en fonction de leur s'ils sont de première, seconde vie, un tarif pour les emballages en verre. Et l'EcoPro propose un tarif pour les emballages de produits dangereux qui ne sont pas du plastique, à 83 € la tonne. Alors, bien évidemment, voilà, vous trouverez les précisions, encore une fois, sur leur site internet. On n'est pas là pour faire la promotion de l'un ou de l'autre éco-organisme, mais c'est pour montrer un petit peu l'enveloppe, enfin, pour appréhender un petit peu l'enveloppe budgétaire associée. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que vous voyez que le plastique, c'est la matière la plus contributive de cette REP, et c'est tout à fait en lien avec les exigences et les lignes directrices du règlement PPWR pour cause de mauvaise performance de cette filière-là, en France, mais également en Europe. On peut aussi associer cette année à ces tarifs des bonus, donc deux bonus. Un bonus pour les emballages réemployables neufs. Par exemple, vous achetez une palette plastique de première vie, vous avez un bonus de 50% sur l'éco-contribution associée. Et vous utilisez une palette bois, par exemple, qui est d'occasion, tant que la traçabilité est assurée, eh bien, ou un bac navette en polypropylène, par exemple, eh bien, vous avez un bonus de 100%. C'est-à-dire que vous ne payez pas d'éco-contribution sur cet emballage-là. Il faut savoir qu'on aura certainement d'autres bonus-malus sur la règle des 3 R, dont on citait tout à l'heure le détail, qui sont à prévoir en 2027, et un réajustement des barèmes. Donc ça, chaque année, il y aura une revue des barèmes sur les différents matériaux. Et enfin, on parle de bonus-malus. À partir de l'année prochaine, au 1er janvier, on a aussi une prime spécifique aux emballages plastiques qui vient se mettre en application. C'est la prime dite MPR pour matière plastique recyclée, qui va venir comme une décote quelque part de votre éco-contribution, et c'est l'objet de la slide qui suit. Donc la prime MPR, elle est déjà en vigueur sur les emballages ménagers. Par exemple, chez nous, pour les emballages professionnels, elle sera en vigueur au 1er janvier. Elle est importante puisque dans les emballages professionnels, il y a quand même une grosse partie d'emballage plastique. Eh bien, il faut comprendre que c'est une décote qui va une décote de l'éco-contribution, il va falloir respecter des critères stricts. Un premier critère, c'est la certification du recycleur et de l'incorporateur. Il va falloir vous assurer, quand vous achetez un emballage plastique qui a X% de matières premières recyclées post-consommation, j'insiste, que sur la chaîne de valeur, il y a des certifications qui attestent de l'origine et de la post-consommation, du caractère post-consommation de ces granules plastiques. Le deuxième critère, c'est une distance maximale des différents opérateurs de la chaîne de moins de 1500 km de Montluçon, le barycentre de la France.
Et donc, ça veut dire que l'origine doit être connue. Mon granulateur, enfin mon collecteur, mon granulateur, mon réincorporateur doivent être à moins de 1500 km, ce qui va fermer des portes quelque part à des origines, notamment hors Europe, de certains produits. Alors, j'ai pas mis la carte ici, mais vous pouvez la voir aussi notamment sur les sites des éco-organismes. Mais en gros, ça inclut l'Europe et on a certains pays, notamment la Pologne, qui est coupée en deux. Et donc, ce sera un point important. Donc, ça nécessite une traçabilité complète et auditable de l'origine de vos matières. Et donc, bien évidemment, cette application, bien, elle est au-delà, comment dire, elle va au-delà du taux minimum d'incorporation de MPR fixé par arrêté. Rappelez-vous, tout à l'heure, on disait qu'il fallait un minimum de 35% de MPR dans les emballages plastiques en 2030, ça veut dire qu'en 2030, cette prime, elle n'aura plus lieu d'exister pour les plastiques qui comportent moins de 35%. Par contre, si on a un plastique beaucoup plus performant, eh bien, on va affecter la décote de 35% à son taux de performance de MPR. Alors, à droite, on a mis le montant de la prime, 450 à 1000 eurotonnes. Alors, je ne rentre pas dans le détail non plus, mais comprenez que si on est sur une origine des granules recyclés en boucle ouverte, c'est-à-dire que ça vient d'un matériau qui n'est pas de la même filière, on a une prime à 450 eurotonnes. Donc, par exemple, un film agricole dont les granules sont incorporés après dans un matériau d'emballage professionnel, 450 eurotonnes. Les filières en boucle fermée, donc un film de palettisation qui redevient, de manière simplifiée, film de palettisation pour partie, 550 eurotonnes. Et puis, pour les résines qui sont difficilement recyclables ou les résines au contact, eh bien là, cette prime pourra aller jusqu'à 1000 eurotonnes. Donc voilà pour la prime MPR qui arrive en 2027. Néanmoins, c'est un élément important puisque ça nécessite d'identifier, de sourcer convenablement les emballages que vous achetez et que vous utilisez. Et là, bien évidemment, c'est un travail que l'on mène chez Bulto System et sur lequel on peut vous accompagner. Alors, on va maintenant voir un peu plus concrètement comment mettre ça en place dans vos entreprises à travers des exemples et un plan d'action à vous présenter. On peut parler de 5 chantiers qui sont à boucler cet été pour vous mettre à jour au niveau de vos obligations vis-à-vis de cette REP. Certains d'entre vous ont peut-être déjà commencé les premières étapes, mais ce n'est pas forcément le cas de toutes les sociétés. Donc, on va voir ensemble comment procéder. Première étape à mettre en place, c'est la cartographie des emballages professionnels qui sont consommés. Donc, on va prendre un exemple pour que ce soit plus clair. On va prendre l'entreprise Alpha qui met en marché 1000 palettes par an de pièces mécaniques qui sont emballées dans des boîtes en carton. Et cette entreprise a une activité régulière tout au long de l'année, pas de saisonnalité particulière. Si on décompose la palette, on voit qu'elle comporte plusieurs éléments d'emballage, notamment pour commencer des boîtes carton. On voit sur la photo du bas des boîtes blanches. Donc ça, c'est l'emballage de vente. Ces boîtes carton sont ensuite regroupées dans des caisses en carton. Ces caisses en carton, c'est un emballage de groupement, un emballage groupé. Ces caisses carton sont ensuite fermées par du cerclage polypropylène, emballage groupé. C'est là encore, c'est un élément de plastique qui est séparable de la caisse carton. Ensuite, les caisses carton vont être disposées sur une palette. En l'occurrence, pour notre exemple, c'est une palette en plastique. La palette est un emballage de transport. Dans notre cas, c'est un emballage qui est réemployé. Donc, c'est-à-dire que c'est au moins sa seconde vie. L'opérateur vient ensuite ajouter une plaque de protection en bois sur le dessus de la palette. On est également sur un emballage de transport. Ensuite, pour un bon maintien, cerclage de la palette avec du cerclage PET. On est toujours sur un emballage de transport. Et pour finir, on ajoute du film de palettisation, emballage de transport également, film polyéthylène classique. Et donc là, on a maintenant tous les éléments d'emballage qui ont été utilisés sur cette palette. On peut compter 7 types d'emballages différents. La deuxième partie de cette cartographie va consister à identifier les quantités de chaque emballage utilisé. Pour mesurer ces quantités, on peut utiliser 2 méthodes différentes. La première méthode, qu'on peut appeler, on va dire, à la palette, consiste à calculer le poids de chaque élément d'emballage utilisé pour faire cette palette qu'on a vue en exemple. Donc, si on prend par exemple la référence A2, les caisses en carton, on voit que sur une palette, on avait 8 caisses en carton
et que chacune de ces caisses avait un poids unitaire de 2,5 kg. On a donc 20 kg de cette référence A2, caisse en carton, sur notre palette. On a vu que notre entreprise mettait en marché 1000 palettes par an, ce qui revient donc à 20 tonnes pour cet élément d'emballage par an mis en marché par cette entreprise. On peut faire la même chose avec tous les éléments, et on voit donc le petit tableau avec toutes les quantités mises en marché par l'entreprise Alpha sur une année. La deuxième méthode, qu'on peut appeler une méthode stock ou inventaire, consiste à faire un inventaire de ces stocks d'emballage en début et en fin de période de déclaration. Par rapport à ces inventaires, on vient ajouter les quantités achetées pendant cette période sur chaque référence d'emballage, et ainsi on obtient les quantités utilisées, donc mis en marché sur la période par l'entreprise. Donc ces deux méthodes ont chacune des avantages et des inconvénients et peuvent convenir suivant l'activité d'entreprise, suivant les typologies de palettes. Par exemple, la première méthode qu'on appelle la palette, elle peut être plus précise, mais elle correspond à des entreprises qui ont peu de typologies de palettes à mettre en marché. Si tous les jours on expédie des palettes de format et de taille différentes, ça va être compliqué d'avoir un poids par palette. La deuxième méthode, par contre, elle est plus directe, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que pour les déclarations à faire aux éco-organismes, il faudra donner un tonnage. Donc ce tonnage est bien donné dans cette méthode 2, mais il faudra également donner un nombre d'unités consommées. Donc c'est un peu moins évident avec cette deuxième méthode à ce niveau-là. On peut également appliquer la méthode 1, le détail par palette, et ensuite valider le tonnage avec la méthode 2. Pour partager l'expérience au niveau du groupe Actago, on a plutôt choisi la deuxième méthode en faisant les inventaires de nos emballages avant et après pour évaluer nos flux. Une fois qu'on a toutes les quantités d'emballage, qu'on a répertorié toutes les quantités d'emballage, on va pouvoir construire une matrice avec ces quantités et en ajoutant différents éléments qui vont nous servir à définir notre statut de producteur et à calculer le montant de notre éco-contribution. Donc on commence par mettre donc les références et les quantités qu'on a vues juste avant. Donc on a les quantités en deux versions, en tonnage et en unité, parce que comme je vous ai expliqué, il faudra bien déclarer les deux quantités aux éco-organismes. On vient ensuite ajouter la matière, qui est un élément important. Donc, comme vous l'expliquiez, Juliette, tout à l'heure, actuellement, sur le plastique, il suffit de déclarer qu'on met en marché du plastique, mais à terme, il faudra faire la distinction entre les différentes résines. Donc, si on a l'information directement, autant mettre directement la distinction dans notre matrice. On vient ensuite ajouter la typologie d'emballage, vente, groupé, transport. Comme on a vu, ça aura une importance sur la notion de producteur. Pour les emballages de transport, on peut ensuite ajouter le fait que ce soit un emballage assemblé ou un élément d'emballage. Là aussi, ça aura son importance sur la définition du producteur. On ajoute par la suite le pays de première mise à disposition, toujours son importance. Et ensuite, on peut ajouter le fait qu'on achète un produit sur un catalogue ou sur un cahier des charges. C'est si on a demandé des caractéristiques spécifiques ou l'impression de notre logo, ça aura également son importance pour la définition du producteur. Donc, il faut ajouter ça dans notre matrice. Juliette expliquait tout à l'heure que le fait d'utiliser un emballage réemployable ou réemployé aura son importance également dans le calcul de la prime, donc il faut ajouter ces colonnes. Bien faire la distinction entre un emballage réemployable, c'est-à-dire que c'est un emballage neuf qui a été conçu pour être réemployé. Donc cet emballage aura une décote de 50% sur les contributions. Et un emballage réemployé, c'est un emballage qui a déjà eu au moins une première utilisation. Donc cet emballage-là n'entraînera pas d'éco-contribution. Et pour finir, on peut ajouter des informations, donc, comme on a vu précédemment, qui ne sont pas utiles sur le dernier semestre 2026, mais qu'à partir de 2027, pour les primes sur les matières recyclées, donc MPR, PCR, donc matières premières recyclées issues d'un recyclage post-consommation. On a bien insisté dessus, c'est important, le post-consommation. Donc, on peut ajouter ces colonnes dès maintenant si on a des informations, car ça sera important pour nous aider à calculer par la suite les contributions qu'il faudra verser sur l'année suivante. On peut ajouter également une colonne par rapport aux preuves documentaires qu'on peut avoir de la part de nos fournisseurs, justement pour justifier les différents facteurs évoqués par Juliette précédemment pour ces matières recyclées.
Une fois qu'on a donc fait l'inventaire de tous nos emballages et regroupé toutes les informations, on peut passer à l'étape suivante, qui consiste à identifier son statut de producteur. On a vu précédemment que pour identifier son statut, il y avait 4 questions à se poser. On peut mettre ça sous la forme d'un arbre de décision, comme vous pouvez le voir ici. Donc, la première question à se poser, est-ce que je suis en face d'un emballage de vente, de groupement ou de transport? Si on est sur un emballage de vente ou de groupement, il n'y a pas trop de questions à se poser. Le producteur au sens de la REP est celui qui met en marché les produits emballés, c'est-à-dire le fabricant, l'importateur ou le distributeur de produits emballés. Si on reprend notre exemple, donc on avait des boîtes en carton, des caisses en carton et des cerclages polypropylène qui étaient considérés comme des emballages de vente et de groupement. C'est donc l'entreprise Alpha qui conditionne ces pièces mécaniques dans ces boîtes et ces caisses en carton, qui est considéré comme le metteur en marché, comme le producteur, pardon, au sens de la REP, pour ces 3 catégories d'emballage. Si on est sur un emballage de transport, il faut aller un peu plus loin dans le questionnement. Deuxième question, donc, quand je reçois cet emballage, est-il dans sa forme finale, c'est-à-dire peut-il jouer son rôle d'emballage en l'état ou doit-il subir une transformation, application pour avoir son rôle d'emballage? S'il est dans sa forme finale, par exemple une palette, c'est le fabricant ou l'importateur qui endosse le rôle de producteur. S'il n'est pas dans sa forme finale, comme du fil de palettisation, des intercalaires carton, c'est celui qui met en œuvre ces éléments d'emballage qui endosse le rôle de producteur, donc celui qui va filer sa palette, celui qui va mettre des intercalaires. Question suivante, l'emballage est-il acheté en France? Si c'est le cas, il faut encore descendre une question supplémentaire. Est-ce que l'emballage répond à un cahier des charges ou est-ce que j'ai acheté un emballage sur le catalogue de mon fournisseur? Si j'ai demandé des dimensions spécifiques à mon fournisseur ou fait imprimer mon nom sur cet emballage, dans ce cas-là, je deviens le producteur. Si ce n'est pas le cas, si c'est un produit du catalogue, si c'est à ce moment-là, donc c'est mon fournisseur qui est considéré comme le producteur au sens de la REP. Donc, en utilisant cet arbre de décision pour toutes les références d'emballage qu'on a vues précédemment, on peut donc déterminer qui a le statut de producteur au sens de la REP. Mais attention, il y a un petit point de vigilance, c'est que, comme l'avait connu tout à l'heure Juliette, on attend des précisions avec un guide de la DGPR, notamment sur les emballages de transport qui sont importés et plus précisément sur les palettes. Pour l'instant, il y a des petits problèmes de traçabilité à identifier, car une palette peut être importée en France, mais après avoir déjà eu une première vie en France, elle va repartir à l'étranger, et donc il y a un petit problème de traçabilité à ce niveau-là, donc on attend des précisions de la DGPR sur ce point-là. Julien, je peux juste me permettre de te couper, parce que je vois quelques questions sur la notion d'importation. C'est vrai qu'on n'a pas forcément fait un focus dessus, mais pour revenir sur l'arbre de décision de Julien à l'instant, quand on importe et qu'on prend le statut de producteur, c'est qu'on n'est pas le déballeur. C'est pas le détenteur final de l'emballage ne peut jamais être un producteur. C'est forcément qu'il y a une mise en marché derrière. Et donc, quand j'importe un produit emballé, par exemple, pour constituer, qui rentre dans la constitution de mon produit fini, par exemple, je suis fabricant de boîtes en carton imprimé, puisque c'est le cas, et j'importe de la peinture, de l'encre, par exemple, eh bien, je ne suis pas responsable de l'emballage de l'encre que j'ai importée, puisque je suis l'utilisateur final. En revanche, si je suis importateur-distributeur, oui, la question va se poser. Je referme la parenthèse parce qu'on reprécisera peut-être ce point-là après, mais c'était pour répondre assez rapidement à quelques questions que j'ai vues sur le chat. Merci, Juliette. Voilà, maintenant qu'on a identifié notre statut avec cette matrice, on va pouvoir ajouter cette information dans notre matrice qu'on avait construite précédemment. Et donc, on peut voir que le metteur en marché des produits emballés est, dans beaucoup de cas, considéré comme le producteur au sens de la REP. On peut maintenant passer aux étapes suivantes. Donc, étape numéro 3, structurer la collecte interne des données. Donc, pour ça, vous pouvez récolter donc, des informations auprès de vos fournisseurs. Et suivant la méthode de comptage choisie, vous pouvez intégrer ces informations à votre ERP, ce qui vous permettra d'obtenir votre matrice de façon automatique pour les prochaines déclarations. Donc, simplifier un peu cette manœuvre. Il faut considérer qu'actuellement, pour faire les flux
la cartographie des flux de tous les emballages non souhaités, ça prend quand même plusieurs semaines en général, suivant le type d'emballage, suivant le type de produit expédié. L'étape numéro 4, adhérer à un éco-organisme. Donc, comme vu précédemment, il y a 3 éco-organismes qui sont agréés, Citeo Pro, l'EcoPro et Twice. Chacun de ces éco-organismes a mis en place un barème d'éco-contribution qui leur sont propres. Il y a des petites variations, mais dans l'ensemble, ça se rapproche. D'après les informations qu'on a, Citeo Pro devrait réévaluer son barème dans les prochains jours pour s'approcher de ceux de ses confrères. Donc, libre à chacun de choisir l'éco-organisme qui lui convient le mieux, en sachant que chacun de ces éco-organismes a mis en place un fonctionnement et des outils pour aider leurs adhérents. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces 3 éco-organismes doivent répondre au même cahier des charges fixé par l'État français. Donc, au final, ils vont demander les mêmes informations à leurs adhérents pour faire la déclaration. 5e et dernière étape, réaliser la déclaration. Donc, il y a une estimation de vos flux d'emballage qui a déclaré cet été pour le second semestre 2026. Donc, cette estimation va surtout aider les éco-organismes à bien identifier le flux existant et aux metteurs en marché d'estimer le coût de cette REP également de leur côté. Et certaines entreprises ne pourront pas donner d'estimation sur 2026 parce que ce n'est pas encore passé. Ils peuvent effectivement se baser sur 2025 et en fonction de la saisonnalité, ajuster cette évaluation. Il faudra, quoi qu'il en soit, ensuite confirmer cette estimation avant mars 2027. Maintenant, pour conclure un peu sur notre exemple, on va pouvoir reprendre notre matrice qu'on a fait tout à l'heure et ajouter les éco-contributions. Donc là, on a mis une moyenne des contributions des 3 éco-organismes et on peut donc calculer le coût de cette REP pour notre entreprise Alpha, donc qui met en marché 1000 palettes par an. On voit que sur l'année, c'est de l'ordre d'un peu plus de 1500 €. Donc pour un semestre, on sera autour de 777 € pour l'entreprise pour ces 500 palettes. Donc ça revient à un coût d'environ 1,56 € par palette pour notre exemple, pour l'entreprise Alpha. Je te redonne la main, Juliette, pour faire peut-être une petite synthèse. Oui, merci Julien. On est conscient que ça fait beaucoup d'éléments d'un coup en peu de temps. On a voulu quelque chose d'assez concis pour déjà avoir un premier vernis. Et puis, voilà, on le répète, on n'est pas juriste ni spécialiste de cette réglementation, mais étant donné qu'on est concerné à 2 titres, puisqu'on est à la fois acteur de la fabrication, de la distribution d'emballage et de machines d'emballage d'un côté. Donc, on a une responsabilité sur cette filière. Et de l'autre, on est utilisateur comme vous d'emballage et on met en marché aussi des emballages dans le cadre notamment de nos expéditions. Et donc, c'est pour ça qu'on s'y intéresse particulièrement. Si on devait faire, avant de prendre quelques questions, si on devait faire retenir, je dirais, 5 points, donc en synthèse, le premier, c'est 2 textes, un européen, un français, 2 dates clés cet été, donc la REP Pro, le règlement PPWR, qui ont des incidences sur vos activités, soit financières, soit en termes de conception des emballages. Donc à avoir en tête et bien suivre. Tout le monde est concerné par cette REP, mais pas de la même façon. On a vu que le statut de producteur, il allait dépendre du type d'emballage. Donc, retenez bien vente, groupée, transport. C'est vraiment important puisque dans tout ce que vous allez lire, ce sont les notions ces définitions-là qui reviennent. Le plastique, c'est le point de vigilance numéro 1, mais ça, on le sait, c'est vraiment le règlement européen. L'Europe, vraiment est très claire sur le sujet. Il faut qu'on améliore le tri à la source, la collecte, le recyclage et la conception de nos emballages en plastique. Donc, il y a vraiment un focus très fort sur les emballages plastiques. Donc 5 chantiers à boucler cet été et démarrer par votre cartographie des flux. C'est important, c'est un exercice qu'on n'a pas l'habitude de faire sous cet angle-là, mais qui peut aussi, et ce sera une note un peu plus positive, qui peut, selon nous, représenter une opportunité de transformation et de repenser son post-emballage, surtout quand on est gros faiseur, gros metteur en marché d'emballage, parce que l'objectif, c'est quand même de réduire son impact environnemental, votre impact carbone aussi, et donc le post-emballage
et contributif de l'impact carbone. Et là-dessus, c'est s'ouvrir, repenser le post-emballage, c'est s'ouvrir vers des solutions d'optimisation des consommables, donc en travaillant sur les épaisseurs, sur les tirabilités, en se questionnant sur son besoin réel en matière d'emballage pour éliminer les suremballages, en testant des solutions de réemploi, par exemple, en choisissant des machines qui optimisent et qui régulent aussi la pose d'emballage. Donc, c'est toutes des axes de travail sur lesquels nous, on a une expertise et on peut vous accompagner sur ces aspects-là, puisque on suit ce même objectif commun qui est d'améliorer l'impact environnemental des postes-emballages en France et puis plus globalement en Europe. Voilà pour, je dirais, en synthèse, les 5 points qui nous paraissaient importants d'évoquer. Je repasse la parole à Pierre-Christophe. Merci Juliette, merci Julien. Je pense que vos explications étaient très claires. J'ai noté un certain nombre de questions qu'on a reçues en direct, plus celles qui étaient présentes dans le chat. Je vous propose d'en prendre quelques-unes qui sont un peu la synthèse des questions. Une première question peut-être pour Juliette sur une PME qui me dit « Mon chiffre d'affaires est inférieur à 2 millions d'euros. Est-ce que je suis dispensé ?» Alors, je pense que ça fait écho plutôt à… En fait, c'est une notion qui apparaît dans le règlement PPWR, la notion de micro-entreprise. Alors, micro-entreprise, c'est en effet un chiffre d'affaires ou un bilan de moins de 2 millions d'euros et puis un effectif de moins de 10 salariés, il me semble. Donc, on a un transfert de responsabilité dans certains cas pour les micro-entreprises, mais un transfert de responsabilité sur le statut de fabricant et non sur le statut de producteur REP. Donc, ça paraît peut-être complexe comme ça. On a fait un focus très rapide sur le PPWR, mais sachez que ça ne change rien pour le statut producteur REP, la taille de l'entreprise. C'est la notion plutôt de mise en marché français et de donneur d'ordre. Hein, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Très bien. Une autre question qui revient beaucoup dans le chat, si vous l'avez suivi, sur les sociétés étrangères, les sociétés françaises. Donc, la question est la suivante. Je suis filiale française d'un groupe étranger. Qui paye la REP? Est-ce que Julien, tu peux prendre cette question? Oui, tout à fait. Alors, ce qui est important, donc, c'est la personne morale qui met pour la première fois en marché sur le territoire français. Donc, notre filiale française. Donc, si la filiale française importe et facture directement en France, c'est elle qui est considérée comme le producteur au sens de la REP. Par contre, si la maison mère à l'étranger vend directement à des utilisateurs finaux en France, c'est elle qui est considérée comme le metteur en marché, comme le producteur. Donc, à ce moment-là, il faut qu'elle désigne un mandataire sur le territoire français pour faire les déclarations. Et j'ajoute qu'elle peut, a priori, de ce qu'on a compris, hein, elle peut aussi directement adhérer à un éco-organisme français pour déclarer ses mises en marché et payer l'éco-contribution. Donc, je parle de l'entreprise étrangère. C'est ce que les éco-organismes avaient l'air de nous indiquer. Très bien. Une autre question peut-être pour Juliette, pour revenir sur une notion. Mon emballage est-il transport ou groupé? Comment puis-je trancher? Groupé, il est vraiment là pour faire un lot d'unités de vente. Alors, il n'y a pas toujours des emballages groupés et quelquefois, on ne les soupçonne pas. C'est par exemple, on a des cas de figure dans nos filiales où on fait des lots avec des élastiques, par exemple, ou avec une bande de feuillard en PP. Un feuillard en PP, pardon. Donc, c'est tout, en termes, c'est tout petit, hein, ça pèse pas beaucoup. C'est bien un emballage de groupement. L'emballage de transport, il est vraiment là que pour acheminer le produit. Donc, il faut se poser la question à un moment donné, une fois que ce produit est acheminé, s'il n'est pas présenté au point de vente ou au point de stockage quelque part, c'est que c'est un emballage de transport. Néanmoins, un point de vigilance, et on vous disait tout à l'heure, on attend encore des précisions de la DGPR, c'est le cas des cartons e-commerce. Alors, dans le règlement européen, c'est noté que c'est un emballage de transport. Néanmoins, on a des cas de figure où quelquefois l'emballage de commerce, il sert à la fois à présenter le produit dans un écrin et à transporter. Et donc, ce cas-là est pas tranché. Je suis désolée de le dire, mais il y a encore des petites zones en suspens. Très bien. Et puis, je vous propose une dernière question peut-être pour Julien.
question qui est d'actualité. Quand est-ce que je dois m'inscrire à l'éco-organisme? Très bonne question. Donc, les éco-organismes, on le rappelle, il y en a trois, donc Citeo Pro, l'Eco et Twice. Ils sont officiellement agréés par l'État depuis cette semaine. Hein, ils sont apparus sur le journal officiel le 24 juin, donc il y a 2 jours. Donc, ces éco-organismes, déjà, on peut dire qu'il y a eu un petit décalage. À la base, il devait être agréé beaucoup plus tôt. Finalement, c'était plus tard que prévu. Ces éco-organismes, maintenant, nous demandent d'adhérer et de déclarer avant la fin de l'été, avant fin août. Donc, il faut savoir que dans la réglementation, il est prévu des sanctions en cas de non-adhésion à un éco-organisme. Donc, ce qui est conseillé de faire son choix et d'adhérer et faire sa déclaration au plus tôt dans l'été. Officiellement, c'est au 1er juillet, mais bon, le 1er juillet, c'est dans 4 ou 5 jours. Absolument. Officiellement, c'est au 1er juillet. Je pense qu'il y aura une petite latitude là-dessus, comme dit Julien. Merci à tous les deux. Il y a encore de nombreuses questions, mais nous n'aurons pas le temps de répondre à toutes aujourd'hui. Ce que je vous propose en conclusion, c'est de vous remercier pour votre participation. Si on peut passer sur la dernière page de la présentation. Merci. Ce que je vous confirme, ce que je vous ai dit en introduction, c'est que vous recevrez le support de présentation, le replay de ce webinaire. Vous pouvez poser vos questions. On en a certaines à laquelle nous n'avons pas encore répondu, mais vous pouvez continuer à nous en envoyer à l'adresse email qui s'affiche à l'écran, contact@bultosystem.com. Et puis, je vous rappelle que Bulto System, nous sommes très présents sur le territoire national. Nous avons de très nombreux technico-commerciaux qui sont là pour vous accompagner. Je vous invite à vous rendre sur le site bultosystem.com. Vous avez une cartographie avec votre technico-commercial de proximité qui peut vous aider, qui peut avoir effectivement le support de Juliette, de Julien. Vous voyez que le sujet n'est pas facile. J'espère que nous vous avons éclairé à travers cette présentation. Et encore une fois, je vous remercie de votre participation et une bonne journée à tous. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne journée. Au revoir.